Alors, bonjour tout le monde. Premièrement, je voudrais vous dire que je suis honoré d'être ici devant vous aujourd'hui pour vous présenter des présentateurs de renom comme on a aujourd'hui, donc M. Gagné, M. Reagan. Cette année, comme vous allez vous rendre compte, on a décidé d'innover plutôt que de regarder la conjoncture québécoise à travers des graphiques de PIB et de chômage, puis j'ai rien contre ça, je passe moi aussi une bonne partie de mes journées à faire ça. On a décidé plutôt de jeter un regard sur l'économie du Québec à travers les grands enjeux, puis également à travers les pistes de solutions à ces enjeux-là. Notre premier invité a d'ailleurs une feuille de route qui est admirable de par son implication importante dans la sphère publique. Alors, je vais essayer de garder ça bref. M. Gagné a un CV assez étoffé, donc je vais essayer de faire le tour brièvement. M. Robert Gagné, directeur du Centre sur la productivité et la prospérité et professeur titulaire à l'Institut d'économie appliquée de HEC Montréal. Détenteur d'un baccalauréat en sciences économiques de l'Université de Montréal, il a été coprésident du comité consultatif sur le déséquilibre fiscal pour le Conseil de la Fédération en 2005 et 2006 et a présidé le groupe de travail sur les aides fiscales aux régions ressources et à la nouvelle économie du gouvernement du Québec en 2007 et en 2008. En 2009 et 2010, il a agi comme coprésident du comité consultatif sur les finances publiques du Québec. Finalement, depuis 2014, il siège à la commission de révision permanente des programmes mis sur pied par le gouvernement du Québec. M. Gagné nous présentera aujourd'hui le bilan 2014 du Centre sur la productivité et la prospérité de HEC Montréal. Créé en 2009, le Centre sur la productivité et la prospérité a une double vocation. Le Centre se veut d'abord un organisme voué à la recherche sur la productivité et la prospérité, en ayant comme objets principaux d'études le Québec et le Canada. Le Centre se veut également un organisme de transfert, de vulgarisation et ultimement d'éducation en matière de productivité. C'est exactement sur cet aspect du mandat du Centre que nous capitaliserons aujourd'hui, puisque M. Gagné nous permettra de faire ensemble un tour d'horizon de la réalité québécoise vue sous la lunette des grands enjeux auxquels elle fait face en matière de productivité et également du niveau de vie des Québécois. C'est donc avec un grand plaisir que je laisse la parole à notre premier conférencier, M. Robert Gagné. Merci Sébastien. Bonjour à tous. Écoutez, moi, je ne suis pas un conjoncturiste, alors c'est parce que les conjoncturistes, c'est bien intéressant, mais ils me donnent mal à la tête parce qu'ils regardent 25 indicateurs, puis là, ils nous garochent ça à l'écran pendant une heure, puis là, ça me secoue tout le temps, puis ça me remue. Alors moi, je regarde juste un indicateur. Ça va être plus simple. Mais on va le regarder longtemps, pour être bien sûr qu'on comprend bien. J'exagère un peu. Écoutez, ça fait plusieurs années qu'on fait ce travail-là au Centre. Nous publions une espèce de bilan annuel de la prospérité et de la productivité au Québec. Donc, on s'intéresse beaucoup aux questions de niveau de vie, puis aux liens entre le niveau de vie et la productivité, et aussi à d'autres déterminants du niveau de vie. Donc, cette année, avant les fêtes, on a publié notre sixième bilan. Ce n'est pas le seul produit du Centre. On a d'autres produits, si je peux m'exprimer ainsi. Nous publions depuis 2 ans un palmarès des municipalités du Québec, dont certains d'entre vous ont peut-être entendu parler. Je sais que dans la région de Québec, on en parle beaucoup, parce que le maire Labaume ne nous apprécie pas tellement. Les faits sont les faits, et donc les faits sont têtus, mais lui, plus têtu que les faits encore. On a aussi d'autres travaux plus, je dirais, thématiques qui vont porter sur différents aspects de l'économie du Québec. Bientôt, d'ici quelques semaines, on va publier une étude sur la dette du gouvernement du Québec. On a sorti, il y a quelques mois, une étude sur le secteur manufacturier au Québec. Donc, on a des études thématiques, mais on a aussi notre bilan. Le bilan de cette année est un peu plus court, se concentre essentiellement sur les questions de niveau de vie, productivité et revenus. Donc, on essaie de faire le lien entre tout ça. Je vais vous expliquer un peu tantôt pourquoi on a décidé de le faire de cette façon-là. Je commence avec le lien productivité-niveau de vie. Évidemment, il y a beaucoup d'économistes dans la salle, donc je ne vais pas vous convaincre que pour moi, c'est une salle facile, parce que des fois, je suis dans des milieux plus hostiles, où soit il y a des gens d'autres métiers, d'autres disciplines, par exemple des médecins, ça c'est pas toujours facile, ou des centrales syndicales, ça c'est encore plus difficile que les médecins. Alors qu'aujourd'hui c'est un parterre d'économistes, donc c'est pas hostile pour moi.
je crains pas pour ma voiture ou ma santé. Je commence avec quelque chose que vous probablement connaissez très bien, l'évolution pas l'évolution, en fait, la situation récente là, en termes de niveau de vie, en PIB par habitant. Donc, en 2013, dans à peu près une vingtaine de pays de l'OCDE et dans les 10 provinces canadiennes qu'on a mis en bleu. Et vous voyez que le Québec donc, se situe à peu près 44 500. Donc, dans cet univers-là, qui est l'univers de comparaison pertinent pour le Québec, on peut dire que le Québec appartient à un groupe de pays et de provinces dans le dernier tiers du tableau, malheureusement, en termes de niveau de vie. Ce sont des chiffres à parité des pouvoirs d'achat, donc on contrôle pour les différences de niveau de vie entre les pays. Je le souligne, habituellement, j'en parle pas beaucoup, mais aujourd'hui, je vais en parler pas mal parce que la deuxième partie de ma présentation revient là-dessus beaucoup. C'est un sujet qui revient souvent dans l'actualité, cette question-là du coût de la vie. Et parce que certains de mes collègues ont tendance un petit peu à pas mitiger, mais si on veut, réduire l'importance du problème en disant bah c'est pas si grave parce que ça coûte pas cher vivre au Québec. Donc on peut se permettre un PIB par habitant plus faible parce que ça coûte pas cher vivre au Québec. Le coût de la vie au Québec est plus faible qu'ailleurs. C'est vrai, mais je pense que ça n'explique pas tout. Alors ici, la correction qu'on a faite sur les taux de change pour utiliser des taux de change à parité de pouvoir d'achat. Évidemment, quand on arrive dans les provinces canadiennes, on a un déflateur qui est le déflateur canadien, donc qui est la moyenne canadienne. Donc, on pourrait dire que dans ce tableau-là, le Québec est un petit peu désavantagé parce que si on avait un taux de change de PPA pour le Québec gagnerait quelques rangs sans aucun doute. On va voir tantôt qu'il n'en gagnerait pas tant que ça, malheureusement. Donc, ceci dit, le portrait global demeure, à mon avis, demeure valable, mais bon, il y a ce bémol-là qu'on peut mettre sur le coût de la vie, mais on va y revenir tantôt. Ça, c'est plus en termes d'évolution, parce que la diapo d'avant, on avait la situation récente, 2013. Évidemment, moi, je ne suis pas un conjoncturiste, donc je vois François dans la salle, il travaille avec des données de 2013, c'est fini, ça. Moi, il ne se souvient même plus que 2013 a existé. Moi, je suis au niveau des comparaisons internationales et je compare des pays entre eux, mais je compare aussi des pays avec des provinces, donc j'ai des délais de publication de données pas mal plus longs. Et je travaille aussi avec des gens très méticuleux, donc ils font bien attention à ça, fait qu'on est très prudent. C'est pour ça qu'on arrête ici en 2013. Ça, c'est l'évolution, en ayant basé les données en 81 égale 100, de la croissance du niveau de vie, toujours en PIB par habitant. Le Québec, c'est le bleu foncé. Oui, le bleu foncé qui est ici. Vous avez les provinces maritimes en bleu pâle. Noir, c'est les 20 principaux pays de l'OCDE. On prend l'OCDE 20 parce que c'est ceux qui étaient là au début de la période. Il s'en est rajouté une quinzaine depuis ce temps-là, 14, je crois. Vous avez les provinces pétrolières ici, bon, etc. L'Ontario en gris pâle. L'Ontario est ici? Non, l'Ontario est là. Non, en fait, l'Ontario est là, je crois. Donc, en termes de croissance, on voit bien ce qui se passe. on voit tout ce qui se passe. Puis tantôt, je ne me souviens plus si je l'ai dans cette présentation-là, parce que j'en fais tellement. Mais on va parler de productivité, puis je peux vous dire qu'au début des années 80, la productivité au Québec était au niveau de celle de l'Ontario. Et ce qui créait une différence en termes de niveau de vie entre le Québec et l'Ontario, à l'époque, c'était d'autres facteurs que la productivité. Évidemment, les choses ont changé depuis. Si vous regardez en termes de croissance du niveau de vie, ce qui s'est passé, c'est que la croissance a été insuffisante au Québec et a été insuffisante en Ontario. Et évidemment, la croissance des provinces à l'Est a dominé, mais ils partent d'un point beaucoup plus bas. Et moi, ce sur quoi j'aime m'appuyer, c'est les 20 pays de l'OCDE. Si on avait connu une croissance équivalente aux 20 pays de l'OCDE, puis là-dedans, il y a toutes sortes de pays, il n'y a pas juste
des pays producteurs de pétrole, bien, le PIB par habitant, là, il aurait augmenté de manière considérable au Québec. Alors, il y a un problème de croissance du niveau de vie. C'est la croissance annuelle moyenne du niveau de vie au Québec, c'est environ 1,4 % par année. Je suis en réel ici, moi, là, évidemment, depuis 30-35 ans. Donc, et ce n'est pas suffisant. Si je décompose ce niveau de vie-là, soit en croissance, soit en niveau, ici, j'ai pris des choses que les gens connaissent assez bien en général. Je le décompose en 3 facteurs. On peut faire toutes sortes de décompositions. Hein. On peut tripoter les chiffres comme on veut. Je l'ai décomposé en 3 facteurs parce que c'est ceux-là qui font mon affaire, mais bon, vous allez voir, ça a du sens quand même. Productivité du travail, donc PIB par habitant, PIB par heure, heure par emploi, emploi par population totale. J'applique ça en niveau. Là, ça fait bien des petits chiffres, mais je les aime bien, ces chiffres-là. Donc, je résiste à l'envie de mettre ça en graphique puis de perdre de l'information. Le Québec est ici. Donc, le 44 499 de tantôt, vous le retrouvez. Et là, c'est facile, on peut faire l'arithmétique. Ce n'est même pas des mathématiques, ça, c'est de l'arithmétique. C'est le 44 500 par habitant du Québec. Il vient d'où? C'est 55,40 $ par heure travaillée, fois 1644 heures travaillées, puis il y a à peu près 49 % de la population qui travaille, tout simplement. OK? À côté, c'est le rang dans le tableau. Donc, en termes de niveau de vie, nous sommes 23e. Nous sommes 23e, pourquoi? Parce que nous sommes 22e en productivité, 22e en intensité de travail, puis 22e en taux d'emploi. Okay? Si on va dans le haut du tableau, parce que c'est là qu'il faut regarder, il ne faut pas regarder dans le bas, on peut toujours aller voir en Espagne ou en l'île du Prince-Édouard, mais ce n'est pas un exemple. Bien, dans le haut du tableau, évidemment, vous avez l'Alberta, sans surprise, qui score partout, donc c'est parce qu'ils pompaient à l'époque, en tout cas, beaucoup de pétrole. Donc, tu es 3e en termes de productivité, 3e en termes d'heures par emploi et 2e en termes de taux d'emploi. Bon, laissons faire l'Alberta, la Norvège. En fait, regardez les 4 premières juridictions, c'est soit des provinces ou des pays qui s'appuient beaucoup sur l'exploitation des hydrocarbures, sans surprise. Retenez quand même la position de Terre-Neuve et Labrador qui a le 4e niveau de vie dans le tableau. Pour la deuxième partie de la présentation, on va y revenir. Il y a un phénomène intéressant. Puis là, on voit ce qui arrive, ça s'explique comment. Et retenez qu'ils sont très mauvais en taux d'emploi. Okay? Ils sont très mauvais en taux d'emploi. Évidemment, ils sont très bons en productivité parce que c'est l'effet des ressources naturelles. Mais ils sont très mauvais en taux d'emploi. Prenons des pays plus, je dirais, normaux, entre guillemets, avec lesquels on peut se comparer. Laissons faire la Suisse, on peut regarder un peu les États-Unis. Les États-Unis, ils sont bons parce qu'ils sont productifs puis ils travaillent beaucoup. Okay? C'est connu, ils ne prennent pas beaucoup de vacances et tout ça. Puis là, ça va être ma seule prévision de la journée. L'an prochain, ils vont monter dans le tableau. Pas parce que leur productivité va augmenter tant que ça ou leur nombre d'heures travaillées par emploi, mais parce que leur taux d'emploi va redevenir plus normal. Là, il est encore faible pour les États-Unis. Regardez l'Australie. Alors, 7e en termes de niveau de vie. C'est un bon mélange d'une productivité qui est potable, des heures travaillées qui sont pas si mal et d'un taux d'emploi qui est pas si mal. On dirait qu'eux autres, ils réussissent à se faufiler. Hein? Voyez-vous? Je n'insisterai pas trop là-dessus parce que, mis à part les États-Unis, l'intensité du travail, je n'ai pas le graphique ici, mais l'intensité du travail, les heures travaillées par emploi depuis 30 ans diminue partout en Occident. Partout. Sauf aux États-Unis, où c'est à peu près stable. Donc, au début de la période, au début des années 80, les heures travaillées par emploi au Québec, c'était de l'ordre d'à peu près 1830 environ, ce qui est la situation aux États-Unis, oui, environ 1847. Aujourd'hui, on est à 1600 quelques, là, 1600, oui, 1644. C'était à 1647 l'an passé. C'est pas tellement là que ça se passe. Ça, c'est la croissance. Encore là, en dollars. Vous savez, nous, notre travail, c'est un travail d'éducation économique. Donc, on fait des choses très simplement. On amène les gens par la main.
Puis on leur donne ça à la petite cuillère pour être sûr, surtout les journalistes qui ne comprennent pas toujours très rapidement. Y a-t-il des journalistes dans la salle? Non? Bon. Alors, la première colonne, c'est quoi? C'est de combien de dollars le PIB par habitant a augmenté depuis 1981 jusqu'en 2013. Alors, encore là, si on prend le Québec, le PIB par habitant a augmenté de 14 453 $. Puis là, j'essaie de voir qu'est-ce qui a fait augmenter ce PIB-là depuis 30 ans. Alors, du 14 453, il y en a 12 215 qui vient de la productivité, moins 3 282 qui vient des heures, et plus 5 520 qui vient du taux d'emploi. Qu'est-ce qui s'est passé en 30 ans? Bien, en fait, le niveau de vie a augmenté essentiellement parce que la productivité du travail a augmenté. Okay? Par ailleurs, les gens travaillent moins, mais il y a plus de gens qui travaillent. Okay? Donc, l'effet net des deux dernières colonnes est à peu près nul. Puis si vous regardez, sans faire une règle absolue, puis une théorie, là, on voit que c'est à peu près comme ça, presque partout. C'est-à-dire que les changements de comportement sur le marché du travail n'ont pas vraiment eu d'impact parce qu'il y a ces comportements-là qui ont été positifs. C'est-à-dire qu'il y a plus de gens qui occupent un emploi en proportion, mais les gens travaillent moins, donc ça a eu un impact négatif. Les deux effets ont tendance à s'annuler. Ce qui reste, c'est de la productivité. Okay? Pour expliquer la hausse du niveau de vie, essentiellement. Ça, c'est vrai. Vous regardez les chiffres, c'est vrai à peu près partout. Même il y a des pays où l'augmentation de la productivité explique plus que 100 % de la hausse du niveau de vie. Okay? Et là, on le voit ici en croissance. Le lien entre les deux, qui est quand même assez fort. Ici, vous avez la productivité du travail et ici, vous avez la croissance du niveau de vie. Ça, c'est un graphique qu'on voit dans plein d'études, qu'on voit souvent. Et donc, vous voyez ici là, la faiblesse relative de la croissance de la productivité au Québec, malheureusement. Il y a des pays qui sont pas des... J'appelle ça des fois dans certains articles ou certains écrits des enfers néolibéraux d'extrême droite ou des pays pétroliers et qui, ma foi, réussissent mieux en productivité, donc en niveau de vie. Vous avez là-dedans l'Australie, vous avez la Belgique, vous avez le Royaume-Uni, vous avez l'Allemagne, vous avez le Danemark, vous avez les Pays-Bas quelque part qui sont ici. Alors, ce n'est pas des grosses différences parce qu'on est sur 30 ans, mais imaginez qu'au lieu d'avoir une croissance de la productivité du travail de 1,02, 1,03 sur 30 ans, vous avez quelque chose qui est plus de l'ordre de 1,3, 1,4. Bien, vous retournez à mon graphique de croissance de tantôt, puis, puis au lieu d'être là, vous êtes là. Et donc, au lieu plutôt que le Québec soit ici, il est à peu près ici. Et là, on parle d'un niveau de vie qui est de 44 500 versus un niveau de vie qui serait autour du 53 000. 8 000 de plus par habitant, ça fait 64 milliards, un PIB de 64 milliards plus grand. Donc, on parle d'une croissance de productivité de 1,4 ou que 1,03 %. On n'est pas en train d'envoyer une fusée sur la Lune. Okay? On n'est pas en train de remettre en question le modèle québécois, nos acquis sociaux, nos garderies. Avez-vous besoin que je mette un micro? Quand vous vous déplacez comme ça, ça fonctionne, mais pas OK, quand on avance, malheureusement. Je laisse ça dans vos poches. Oui. Donc, je vais le mettre dans la poche d'extérieur. Alors, c'est pas... la marche n'est pas si haute que ça. Ah! Oh! J'aime ça me déplacer, c'est un billet de professeur. Là, je me suis dit, bon, je parle de niveau de vie, donc du PIB par habitant, je parle de productivité, c'est bien beau pour des économistes, mais si je parle à des gens normaux, c'est abstrait, ça. C'est assez abstrait, ces choses-là. Et donc, il faut que je ramène ça à combien ils ont dans leur poche. Est-ce que c'est payant être plus productif? Tous ceux qui sont ici dans la salle, ou presque, vont dire, ben oui, c'est sûr que c'est payant. Oui, mais c'est parce que maintenant, le défi, c'est pas de convaincre... C'est pas de prêcher à des convertis, c'est de prêcher à des non-convertis si on veut les convertir. Et pour les convertir, il faut leur parler de combien ça leur rapporte à eux personnellement. Donc, c'est pour ça que j'introduis cette histoire-là de revenus disponibles
pour voir qu'est-ce qui arrive avec... quel est le lien qu'on peut faire entre une notion très abstraite, qui est le PIB par habitant, très abstraite pour la majorité des gens, la productivité du travail, qui est encore plus abstraite, et ce qu'ils ont dans leur poche à la fin de leur semaine de travail. C'est ça que je pense qui est le lien à faire. On a une première tentative ici. Alors, c'est encore là, vous voyez que la relation est quand même assez serrée. Productivité du travail, donc notion plus ou moins abstraite. Rémunération horaire moyenne, donc on est en croissance. Pas de surprise, on voit bien que les deux indicateurs évoluent tout à fait dans le même sens, sans l'ombre d'un doute. Mais ce n'est pas convaincant parce que là, on est en croissance annuelle moyenne sur 30 quelques années. Puis bon, il y a toujours des sceptiques dans la salle de toute façon. Donc, là, il va falloir travailler un petit peu. Je suis allé voir le petit losange noir qui est en haut ici, c'est le PIB par habitant. C'est les mêmes que tantôt. Et je décompose. Vous vous souvenez, ceux qui ont fait de la macro il y a longtemps, moi, j'en ai pas fait beaucoup parce que je ne comprenais pas tout, là, mais il y a une chose que j'ai retenue, c'est que le PIB est égal à C plus I plus G plus X moins M. Hein? Ça, donc, cette fameuse identité comptable-là, je l'ai retenue. Alors, je l'ai utilisée ici. Ça, c'est C. Okay? Donc, ça, c'est C plus I plus G plus X moins M. Puis ça, c'est C. Mais par habitant. Là, je suis allé voir que mes collègues à HEC, j'ai des bons collègues macroéconomistes, puis ils ont dit, je peux-tu faire ça par habitant? Ils ont dit, oui, tu peux faire ça par habitant, il n'y a pas de problème. Fait qu'ils m'ont donné une sanction là-dessus. Et donc, on ne peut pas dire de manière générale qu'un PIB par habitant, ça amène nécessairement un niveau de consommation par habitant substantiellement plus élevé. Donc, on ne peut pas dire qu'il y a une relation très étroite entre les deux, en tout cas pas comme les relations que je vous ai montrées précédemment. Donc, on pourrait être tenté de croire que certains sceptiques ont raison de dire « Ouais, finalement, c'est bien beau la croissance, là, mais ça ne donne pas grand-chose, ça, au commun des mortels, la croissance, puis un niveau de vie plus grand. Regardez, la preuve, c'est que ça ne nous procure pas grand-chose de plus. » OK. Mais évidemment, vous savez comme moi qu'un citoyen ne fait pas que consommer, il investit, il épargne. J'ai rebâti l'identité comptable au complet. Donc, vous avez les dépenses en bleu, les dépenses de consommation des ménages, en gris, les dépenses publiques, en bleu pâle, ici, l'investissement privé, de tout type, des entreprises, des particuliers, donc il y a du résidentiel là-dedans. Et vous avez le PIB par habitant. Donc, vous voyez bien, si je prends le Québec, que le PIB par habitant est inférieur à la somme des trois composantes principales, parce que, évidemment, on a une balance commerciale négative, ce qui n'est pas le cas de, par exemple, qui n'était pas le cas de l'Alberta, de la Norvège, de la Saskatchewan et tout ça. OK? Encore là, bien là, ça, on est en comptabilité nationale, c'est pas mal abstrait. Je vous montre ça pour que vous reteniez la position du Québec, okay? Qui n'a pas changé depuis tantôt, puis qu'on va essayer de faire monter. Ça, c'est la même chose, mais au Québec, dans une perspective historique. Okay? Donc là, vous voyez bien les dernières années, là, ce qui s'est passé là, avec la balance commerciale qui s'est creusée, on était encore à l'époque à une situation où le dollar canadien s'appréciait considérablement. Le déclin, ou en fait le déclin accéléré des exportations dans le secteur manufacturier, etc., fait en sorte qu'on creuse un petit peu notre déficit commercial. Ça n'a pas toujours été le cas. Puis d'ailleurs, on voit bien que quand on regarde ça sur une perspective historique, la situation n'aura jamais été aussi, entre guillemets, dramatique. Hein? Depuis les 30 dernières années, on n'a pas vu de déficit comme ça aussi important globalement. Donc, actuellement, le Québec est une province qui s'endette par rapport au reste du monde, au plan très, très global.
Si je continue mon petit cours de comptabilité nationale, ceux qui sont meilleurs que moi là-dedans savent que si j'additionne les dépenses de consommation et l'épargne, j'obtiens le revenu disponible. Okay? Donc, j'ai calculé ici les revenus disponibles. Là, on est obligé de reculer en 2011 pour toutes sortes de raisons, mais encore là, à parité des pouvoirs d'achat. Et c'est ici que je veux que vous reteniez plus, encore une fois, la position du Québec, qui est en compagnie du Japon, de l'île du Prince-Édouard, du Danemark, de l'Espagne, de la Nouvelle-Zélande. Bon, ben, pourquoi le Danemark est rendu là? Ben, c'est parce qu'on est en revenu disponible. Ils ont une fiscalité quand même assez agressive. Et donc, quand on arrive en revenu disponible, ben là, ils perdent pas mal de rang dans le tableau. Okay? On n'est pas en super bonne compagnie à part ça. Mais là, on se rapproche plus du concept de ce que les gens ont dans leur poche. OK? Là, je suis à parité des pouvoirs d'achat. Mon collègue, Pierre Fortin, et son... comment l'appeler? Pas son alter ego, je pense qu'il ne serait pas content, mais son haut-parleur, d'une certaine façon, dans les médias, le député de Rosemont, je pense, Jean-François Lisée, m'ont harcelé pendant plusieurs années avec cette histoire-là, parce qu'ils me disent, « Ben Robert, ça c'est mon histoire du début, oui, mais ça ne coûte pas cher vivre au Québec. Fait qu'il y a un revenu disponible qui est à peu près quoi, à 26-27 000 $, on fait beaucoup de plus de millage au Québec que, disons, en Ontario, où le coût de la vie est plus élevé. » Et ça ensuit un débat de chiffres et de méthodologie pour dire, bien, comment on fait ça? Moi, je lui dis, tu ne peux pas le faire avec la manière dont tu le fais. Statistique Canada nous dit que tu ne peux pas faire ça. Bon, on part comme ça pendant une couple d'années, mais nous, dans les universités, on n'est pas vite. Fait que ça nous prend une couple d'années. Là, je me suis dit, on va attaquer le problème à sa source. Bon. Cette histoire-là de coût de la vie, c'est pas simple parce qu'on est en train d'essayer de dégonfler le PIB et on ne veut pas dégonfler, quand même pas pour prendre dégonfler le PIB du Québec, pour le comparer à celui de l'Ontario, par exemple. Sachant que dans le PIB, bien, c'est vrai qu'il y a de la consommation, donc, mais il y a aussi de l'investissement, il y a aussi des dépenses gouvernementales. Tous ces postes de dépenses-là ne sont pas nécessairement soumis à des différences de prix majeures entre les provinces, notamment les dépenses d'investissement, en tout cas l'investissement non résidentiel. Pas de raison de penser que c'est moins coûteux au Québec qu'en Ontario ou en Colombie-Britannique. Je ne vois pas d'évidence, moi, qui me dit que ça va coûter moins cher construire le pont Champlain parce qu'on le fait à Montréal plutôt qu'à Vancouver. Okay? On a peut-être même des évidences qui coûteraient un petit peu plus cher pour toutes sortes de raisons, là, mais on n'embarquera pas là-dedans. Okay? Alors, c'est pour ça que je m'en vais vers le revenu disponible. Non seulement parce que c'est une notion qui est plus proche de ce que les gens ont dans leur poche, ça fait abstraction aussi de la fiscalité, c'est-à-dire on tasse les impôts et taxes qui sont payés. Et deuxièmement, et finalement, ce qu'on dégonfle, c'est quelque chose qui peut servir à de la consommation. Donc, on le dégonfle avec des indices de prix qui peuvent servir, qui sont proches d'indices de prix à la consommation. Okay? On ne l'a pas fait encore ici. Juste un petit, quand même, pas un aparté, mais une mise en garde sur cette histoire de différence de coût de la vie là entre les provinces. Vous savez que il est vrai, puis les données le démontrent, que le coût de la vie au Québec est plus faible. Okay? Mais il faut faire attention parce que il y a plusieurs raisons pourquoi le coût de la vie est plus faible au Québec. Une des raisons, c'est que les revenus sont plus faibles au Québec. Donc, si on compare, par exemple, le logement au Québec puis en Alberta, bien, ce n'est pas les mêmes maisons parce que les revenus ne sont pas les mêmes. Les gens plus riches n'achètent pas les mêmes maisons que les plus pauvres. Donc, au départ, le panier de biens n'est pas le même. L'autre aspect, c'est l'intervention publique du gouvernement. Il y a des biens ici dont les prix sont très faibles parce qu'ils sont subventionnés. Par exemple, les études universitaires, les services de garderie, bon, il y a des choses comme ça qui sont subventionnées. Quand Statistique Canada calcule son indice de prix,
à la consommation, il y a un poids pour ces services publics-là. Bien, évidemment, au Québec, vous arrivez avec des prix plus faibles parce que les prix payés sont plus faibles. Oui, mais c'est pas parce que le prix est plus faible que le coût d'offrir le service est plus faible. Donc, la différence, elle est financée par quelqu'un. Alors, le coût d'une place en garderie, il y en a ici qui connaissent les chiffres aussi bien que moi, même si c'est maintenant, je ne sais plus, c'est-tu 7,30, 8 ou 19, là, ça change beaucoup de ce temps-là. Là. Disons qu'on va s'entendre pour 7,30, parce que ça faisait pas longtemps que c'était 7,30, on venait juste de s'habituer. Le prix d'une place en garderie, c'est pas 7,30. Le coût, c'est quoi? C'est 50, 55, dépendamment du service et tout ça. La différence est financée par les taxes et les impôts. Donc, raison de plus pour utiliser le revenu disponible, parce que là, ça me permet de faire abstraction aussi de ça. Donc, voilà un peu l'histoire. Alors, si je fais ça, là, je l'ai fait juste pour le Canada, je ne peux pas le faire pour les autres pays, là. Donc, je vous rappelle, le Québec est dans une position un peu mieux que l'île du Prince-Édouard, mais disons, au Canada, avant une correction adéquate pour le coût de la vie, le Canada serait, en termes de revenus disponibles, avant-dernier. Et quand on corrige, à mon avis, je pense, je ne veux pas entrer dans le détail de la correction, là, correctement pour le coût de la vie, bien, le Québec fait un bond, qui semble un bond prodigieux, passe devant l'île du Prince, passe devant le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse, Terre-Neuve-Labrador et le Manitoba. Bon. Écoutez, c'est comme une équipe de Pee-wee B, là, puis je passe de Pee-wee B, non, c'est quoi, B double lettre, ou B une lettre à B double lettre. Je ne connais pas le hockey, là, mais le hockey mineur. Mais c'est pas faramineux comme gain, mais c'est correct. Alors, on dit OK. Revenu disponible par habitant au Québec, 26 668, une fois corrigé pour les écarts de coût de la vie. Ça, c'était en 2011. Inférieur à la Colombie-Britannique un peu, inférieur à l'Ontario, pas mal inférieur à Saskatchewan et Alberta. Donc, d'une certaine manière, c'est presque réconfortant. On se dit, bien, on n'est pas si mal que ça. Notre coût de la vie nous permet de mieux s'en sortir en termes de pouvoir d'achat, d'une certaine manière. Et de se rapprocher de provinces comparables, l'Ontario, la Colombie-Britannique, quoiqu'on est encore en bas d'eux autres. Donc, malgré un coût de la vie plus faible, on a quand même un pouvoir d'achat plus faible que ces provinces. Le problème, bon, petit point, je veux juste revenir Terre-Neuve et Labrador, parce que c'est quand même intéressant. Je vous rappelle qu'en niveau de vie, au départ, ils sont dans le haut du tableau. Et là, ils viennent de perdre pas mal de rang. Qu'est-ce qui se passe à Terre-Neuve, à mon avis? Puis il y a peut-être des gens qui connaissent mieux Terre-Neuve que moi, là, mais je pense que les revenus pétroliers ne percolent pas dans l'économie, donc sortent de la province. Ça va, j'ai presque terminé. Donc, ne percolent pas dans la province, ne restent pas dans la province. Donc, on l'a vu dans les données au début, c'est-à-dire qu'ils ont une intensité de travail, donc des heures travaillées par emploi très élevées. Donc, ceux qui ont un emploi travaillent beaucoup. Taux d'emploi faible, productivité très élevée. C'est juste du pétrole, cette affaire-là. Sauf que les gains ou les bénéfices du pétrole ne restent pas là. Ils s'en vont ailleurs. Et donc, pour les autres, autrement dit, pour les Terre-Neuviens qui ne travaillent pas dans le pétrole, bien, la situation est quand même relativement difficile, même s'ils ont un gouvernement qui est plus riche. Donc, présumément, leurs services publics la qualité de leurs services publics va quand même s'améliorer. Okay. Le problème avec ça, c'est mon dernier graphique. Et puis, on pourra peut-être en discuter dans les questions tantôt, là, parce que je vous présente un portrait, mais je ne vous donne pas beaucoup de... C'est comme un médecin qui donne un diagnostic, mais qui ne dit pas comment il va soigner le patient. C'est mon dernier graphique. Ce sont les écarts de coût de la vie qu'on a calculés. On les a calculés entre les provinces et le Québec. On les a calculés en 2002 puis en 2011. Donc, si vous prenez, disons, l'Ontario, selon l'indice qu'on utilise, en 2002, le coût de la vie en Ontario était 20 % plus élevé qu'au Québec.
Okay? Aujourd'hui, ou en fait il y a 2 ans, c'était 10 %. Voyez-vous, partout, les écarts ont diminué avec les autres provinces. Encore aujourd'hui, le Québec demeure la province où le coût de la vie est plus faible, essentiellement parce que le coût du logement est plus faible. Mais ces écarts-là ont tendance à diminuer dans le temps, donc, et éventuellement, on peut supposer qu'ils vont devenir quand même assez minimes. Et si le coût de la vie au Québec est plus faible, principalement à cause du logement, hein, c'est donc parce que le prix des maisons est plus faible, le prix des appartements est plus faible, les loyers sont plus faibles, mais on n'a pas... L'analyse qu'on fait, puis il n'y a personne qui le fait, l'analyse qu'on fait ne contrôle pas pour la qualité de ces logements-là. Okay? Donc, il y a d'autres... On a fait une autre étude au centre l'an passé qui démontrait un peu des espèces de caractéristiques moyennes des habitations au Québec versus en Ontario, versus en Alberta et tout ça. On avait, je ne sais pas moi, le nombre de chambres, le nombre de salles de bain, la grandeur moyenne, des trucs comme ça. Tous ces indicateurs-là sont plus faibles au Québec. Donc, on corrige pour des prix ici, des différences de prix, mais on ne corrige pas pour des différences de qualité. Si on maintenait la qualité constante, les écarts de prix seraient encore plus faibles. Autrement dit, ce n'est pas les mêmes maisons. Hein? Ce n'est pas les mêmes appartements. Ce n'est pas les mêmes biens qui sont consommés dans une province riche versus une province qui est moins riche. Ce n'est pas le même panier qui est consommé. Puis ça, malheureusement, on ne le mesure pas précisément. Alors, moi, je pense que j'arrête là parce que il ne reste pas beaucoup de temps. Puis 2, l'idée, c'est de mettre la table, puis après ça, qu'on puisse discuter des solutions qu'on peut envisager pour faire face à ce problème-là. Le problème de productivité, il est particulièrement aigu au Québec depuis une trentaine d'années. Je dirais que si mon analyse ne portait pas sur les provinces, mais sur le Canada versus le reste du monde, disons les 20 principaux pays de l'OCDE, ma conclusion serait exactement la même. Il y a un problème de productivité particulièrement aigu au Canada. Alors moi, je dis toujours, le problème de productivité, il n'est pas spécifique au Québec, c'est un problème canadien, peut-être un petit peu plus d'intensité ici, mais globalement, le problème, il est canadien. En fait, au Canada, vous enlevez les provinces pétrolières, puis vous vous retrouvez avec une zone qui est à faible croissance, très faible croissance de productivité. On ne semble jamais comprendre pourquoi. Moi, j'ai un certain nombre d'explications, puis c'est de ça qu'on pourra parler tantôt. Et juste pour faire le lien avec la présentation de ce midi, en terminant, quand Stéphane Marion parlait de productivité et surtout d'immigration, évidemment, moi ici, tout est en per capita, donc je n'ai pas introduit cet aspect-là dans la croissance, parce que ce qui m'intéresse, c'est la croissance par personne, alors que lui, ce qui l'intéresse, c'est la croissance globale du Québec ou du Canada, bien évidemment. Mais par ailleurs, je partage entièrement son analyse sur l'immigration, la nécessité d'intégrer les immigrants et la nécessité aussi, dans notre situation démographique, d'augmenter le nombre d'immigrants, même si ça ne fait pas plaisir à tout le monde. C'est quand même ça qui est la clé de notre croissance. C'est une bonne partie. Donc, j'arrête là. Oui. Vous avez dit, exemple, l'Ontario, ils gagnent plus cher que le Québec, fait qu'ils vont acheter une maison plus chère. Mais ça va être un bien similaire, parce que la maison est plus chère en Ontario, mais pas plus belle, ou ça n'améliore pas la qualité de vie. Non, c'est ça. C'est pas un bien différent. On ne différencie pas le bien. Non, c'est ça. C'est pas le même bien qu'ils achètent. Tu sais, une maison à Vancouver à 800 000, c'est une maison. C'est ça. Bon, Vancouver, c'est un cas extrême. Oh, je pense qu'il faut faire attention avec Vancouver, c'est un cas extrême. Puis il y a des cas extrêmes partout. Là. Même dans la région de Montréal, il y a des cas extrêmes. Ouais. Donc, il y a des quartiers où il y a des bulles immobilières importantes. Ce que je veux dire, c'est qu'ils n'achètent pas le même bien. Regardez-nous. Les gens ici, ils ont un certain niveau de revenus, ils n'achètent pas les mêmes maisons que Un Albertin. Ou que les gens dans la salle à côté. Okay? C'est pas juste... Ça n'a rien à voir avec l'Alberta, le Québec, tout ça. Mais mettons ça au niveau d'un individu.
les choix de consommation que vous faites dépendent de votre niveau de revenu. Mais quand on agrège tout ça après, puis qu'on calcule des indices de prix, on agrège des choix différents. Ce n'est pas les mêmes biens. C'est des maisons, mais ce n'est pas les mêmes maisons. Ce n'est pas les mêmes caractéristiques. Il faudrait avoir des prix hédoniques, entre guillemets, pour corriger ça. Okay. Puis vous avez fait part aussi que vous ne tenez pas compte de la fiscalité, mais au Québec, quand on travaille, disons qu'on ferait plus d'heures. Au lieu de travailler 35 heures, j'en travaillerais 45. Au Québec, le taux d'imposition est tellement élevé quand tu tombes dans la grosse braquette que le monde, des fois, se dit tout simplement de ne pas travailler, avoir une qualité de vie, passer plus de temps en famille que je suis donc 40 $ brut, il m'en reste 20. Ça ne ressort pas trop dans les statistiques parce que le nombre d'heures travaillées par emploi se compare à... Non, mais l'incitatif de faire plus d'heures. Peut-être aux États-Unis, tu payes moins d'impôts, si tu es en train de travailler plus, il t'en reste plus. C'est vrai dans bien des pays. Ce phénomène-là, on l'observe dans... Aller au Danemark, ils ramassent, ces autres aussi. Ou à Dubaï. Et donc, non, je pense que ça, c'est plus un phénomène sociologique de long terme. Les gens, les préférences ont changé, puis maintenant, il y a d'autres, puis il y a des alternatives au travail qui n'existaient pas il y a 40 ans. Comme voyager, comme faire du sport plus. Ouais. Alors, donc, les gens consomment plus de loisirs, notamment, et donc, la tendance, puis ça, c'est quasiment... On l'observe, comme je dis, on l'observe partout. J'avais, une couple d'années, j'avais dans ma présentation le beau graphique des heures travaillées par emploi, partout, là, puis ça descend partout à la même vitesse. Partout, sauf aux États-Unis, où eux se maintiennent à 1700 quelques. C'est des bons consommateurs. Il y a des questions d'institutions du marché du travail aussi, de réglementation. C'est assez complexe, cette affaire-là. D'autres questions? Oui. On ne voit jamais d'explication concernant pourquoi ce taux de productivité à la baisse. Oui, c'est ça. Et autre question, c'est l'économie numérique. On n'entend à peu près jamais parler au Canada ou au Québec de l'économie numérique, alors que la France a produit récemment un rapport de 300 pages, le rapport de Moine, sur la transformation numérique de l'économie. Alors, j'aimerais vous entendre un peu sur l'influence, notamment. On entend au Québec aussi, au Canada, que les entreprises font l'acquisition de technologies, mais utilisent très mal les technologies pour être capables d'augmenter leur productivité. Il y a pas mal d'aspects dans votre question, puis vos deux questions sont liées, en fait. Et moi, je ramène ça, je simplifie ça, peut-être que je caricature. Je ramène ça essentiellement à une question de concurrence. Le résultat qu'on a là, parce que ça, c'est un résultat, vient en partie d'un niveau de concurrence qui est plus faible au Canada qu'ailleurs, que dans beaucoup de pays. Puis pas concurrence entre les entreprises, concurrence dans la provision des services publics. Puis pourquoi le niveau de concurrence est plus faible? Pour différentes raisons. Il y a un contexte institutionnel, peut-être. Il y a aussi le contexte peut-être géographique, avec la densité, une faible densité de population, un marché qui est sur un ruban de, je ne sais pas quoi, 6000 km de long puis 200 km de large. C'est un marché assez bizarre. On n'a pas un beau marché compact comme on peut avoir en Europe qui favorise la concurrence. Donc, on n'a pas beaucoup... La concurrence, à mon avis, explique une bonne partie de la faiblesse de la croissance de la productivité. Pourquoi? Parce que comme la concurrence n'est pas vive, c'est pas vital. Hein? On n'est pas soumis à une concurrence. On trouve dire, oui, mais le Canada, c'est un pays, c'est une économie ouverte, un pays exportateur. Oui, mais ça, quand on regarde les chiffres, c'est pas la réalité de la grande majorité des entreprises au Canada et au Québec. C'est une minorité d'entreprises qui sont impliquées de manière significative sur les marchés extérieurs. La grande majorité, là, c'est des boulangeries, c'est des épiceries, c'est des coiffeurs, c'est des services de proximité. Et eux, là, le marché extérieur, ils ne savent pas que ça existe, là. La consommation, c'est une grosse partie du PIB. Donc, quand on regarde tout ça au niveau agrégé, ensuite, on se rend compte que pas cette absence, mais cette faiblesse de la concurrence a probablement
tirer vers le bas un peu la croissance de la productivité. Puis là, je me ramène à votre deuxième question, l'économie numérique. En fait, je sais que moi, pour le Québec, le taux d'utilisation, le taux d'absorption des nouvelles technologies est plus faible dans les entreprises. Donc, c'est pas juste qu'ils les achètent, qu'ils les utilisent pas. Dans certains cas, ils les achètent pas. Mais pourquoi ils les achètent pas? Parce qu'ils n'en ont pas besoin. Pourquoi ils n'en ont pas besoin? Parce que la concurrence n'est pas si vive que ça. Ça, c'est un investissement comme un autre. Il y a un risque. Et je fais l'investissement si le jeu en vaut la chandelle. Voilà, tout simplement. Donc, pourquoi ils n'ont pas besoin de le faire? Bien, parce que le niveau de concurrence n'est pas si vif que ça. Bon, ici, c'est une conclusion que vous allez peut-être accepter facilement. Quand je suis dans une chambre de commerce, là, je me fais lancer des roches parce que là, j'ai des entrepreneurs, des dirigeants d'entreprise, puis ils disent « Je ne sais pas de quoi tu parles, il y en a de la concurrence. » Là, je leur dis « Vous ne savez pas de quoi vous parlez parce que de la concurrence qu'on a ici, c'est rien par rapport à la concurrence qu'il peut y avoir aux États-Unis ou qu'il peut y avoir même en Europe entre les entreprises. Okay? » Donc, puis n'oubliez pas aussi une chose, l'importance du secteur public dans tout ça. Et le secteur public est non seulement un gros employeur, c'est un gros acheteur, et on ne peut pas dire qu'au Canada, de manière générale, particulièrement au Québec, on utilise, là je vais pousser un peu ma loque, là, on utilise des méthodes qui favorisent la productivité dans notre... Le gouvernement n'utilise pas des méthodes d'achat qui favorisent beaucoup la productivité, de manière générale. Alors, regardez ce qui se passe en santé, où il y a toute fin pratique, pas tant de concurrence que ça, alors que regardez les modèles de gestion des systèmes de santé en Europe. Ils ont des systèmes accessibles, universels, financés à 100% par l'État, comme nous, mais la prestation du service est faite de manière complètement différente. Alors moi, je pense que tout ça, ça finit par jouer. Vous additionnez tout ça, puis ça finit par avoir ce qu'on a là. Ça, c'est un constat qu'on peut pas mal généraliser au reste du Canada aussi. L'autre chose, c'est qu'il y a peut-être un peu de paresse. Le Canada, pays riche en ressources. On a des bonnes années. Puis là, bon, on a des bonnes années, ça va bien. Pas trop besoin de faire des investissements stratégiques dans des choses qui sont en dehors des ressources. Puis bon, ça donne un peu ça aussi. Donc, contexte institutionnel, situation géographique, nourrit, si on veut, le contexte concurrentiel du Canada et prédominance, importance des gouvernements dans l'économie aussi, qui ne sont pas des gouvernements qui ont des politiques de procurement très au goût du jour, si on veut. Ils ont plus des politiques de procurement des années 60, alors qu'on est rendu en 2015. Voilà. Savez-vous quel pays du monde a les lois anti-monopole les plus sévères, les plus exigeantes? C'est un test. Moi aussi, j'aime ça, faire des tests. Les États-Unis? Qui pense que c'est les États-Unis? Oui, c'est pas les États-Unis, c'est la Suède. C'est la Suède qui a, dans certains classements, les lois anticoncurrentielles, les lois anti-monopole les plus sévères. Est-ce que la Suède, c'est une social-démocratie? Oui. Est-ce que ça arrive souvent qu'on compare les États-Unis et la Suède en disant, regardez, c'est des modèles comparables? Pas du tout. Il y en a un, c'est apparemment un enfer néolibéral d'extrême droite, et l'autre, c'est le paradis de la social-démocratie. Il s'avère que le paradis de la social-démocratie est aussi le plus intolérant envers les situations de non-concurrence. Autant dans le secteur privé que dans le secteur public. Ils sont pas mal dans le haut des tableaux que je viens de vous présenter. Okay? Donc, moi, je suis un économiste qui croit à la concurrence et qui pense que quand on l'utilise bien, la concurrence, ça peut nous procurer des bénéfices importants. Puis c'est pas parce qu'on croit à la concurrence qu'on peut renoncer, par exemple, à un filet social généreux. Au contraire, les deux viennent ensemble en général. Si vous avez un bon... si vous êtes efficace, vous êtes efficient, bien, vous êtes capable de livrer un filet social à plus de gens et de meilleure qualité. Oui? Question. Je suis pas économiste, ingénieur. Mais si on... J'ai pas de misère avec les ingénieurs. Juste mathématiquement, si il y a plus de concurrence, ça veut dire que les prix baissent, donc le PIB baisse, donc la productivité
Va baisser, non? Bien, je comprends que le nombre d'heures peut augmenter, mais... Non, s'il y a plus de concurrence, les prix peuvent baisser ou, disons, peuvent moins augmenter rapidement. Donc, bien, si je prends mon et domaine... deuxièmement, ben, vous allez probablement consommer plus. Ça va aussi avoir un impact sur la qualité des biens. Là. La concurrence, ça n'a pas juste un effet sur les prix, ça a un effet aussi sur la qualité des biens qui sont offerts. Si vous avez juste dans un petit village un boulanger, okay, non seulement vous allez payer votre pain cher, mais il ne sera pas très bon. Si vous en avez 3, il va être moins cher et il va être bien meilleur. Puis peut-être aussi qu'il y en a un qui va pouvoir le vendre plus cher que les autres parce qu'il est meilleur que les autres, voyez-vous. Donc, il ne faut pas réduire la concurrence à dire « Ah, ça va être moins cher ». Ça peut être aussi... Un marché de concurrence va produire des biens de nature ou de qualité différente aussi. C'est parce que je suis dans un domaine où les prix sont à la baisse et la qualité est à la baisse, malheureusement. Merci. D'autres questions? Oui. Dans le fond, tantôt, ce que vous nous avez présenté, c'était la loi d'Ohlen. C'est là? La loi d'Ohlen, avec le PIB réel, par le nombre d'heures travaillées, etc. J'ai une voix qui parle. Non, pas tant que ça, je t'en avais. OK. Et en fait, ce que je me demandais, c'est est-ce que vous avez fait des régressions où on prend le modèle de Solow? Non, mais en fait, je serais curieux de voir si vous prenez le modèle de Solow, donc PIB par nombre total d'heures travaillées, bon, vous connaissez les régresseurs, mais si vous incluez des variables de qualité institutionnelle dans cette régression-là, et notamment, par exemple, des mesures de degré d'intensité de la concurrence pour l'ensemble des pays que vous aviez dans votre graphique avec la Corée du Sud. Parce que je serais très curieux de voir, toutes choses étant égales par ailleurs, c'est quoi l'impact d'une intensification de la concurrence sur la productivité horaire pour les pays, et la même chose pour l'augmentation de la qualité institutionnelle, si on est capable de mesurer ça. Parce que je voyais dans vos graphiques, là, la Corée du Sud, c'est vraiment comme super loin. Ouais. Puis là, je me posais la question, c'est quoi leur setup institutionnel, c'est quoi leur degré de concurrence? C'est une économie émergente aussi, la Corée du Sud, il faut faire attention. Ben, qui émerge depuis un certain nombre d'années, là, mais qui, j'ai pas mis ça, on est en croissance, là, en niveau, ils sont dans le bas du tableau, là, donc faut faire attention. Donc, eux, il y a si vous croyez un peu à la convergence, là, ils sont encore en train d'essayer de converger, eux autres. Là. Donc, c'est pour ça qu'ils ont des croissances comme ça. Et c'est pour ça que j'insiste pas beaucoup sur ces cas un peu extrêmes-là. J'aime mieux concentrer sur des économies matures comme les États-Unis, comme le reste du Canada, comme l'Europe du Nord, où là, on ne peut plus parler de convergence, là. On a convergé, et à ce moment-là... Mais bon, oui, c'est peut-être quelque chose qui pourrait être fait, là, mais bon, quand on commence à faire des régressions comme ça, moi, je suis professeur d'économétrie, et là, les choses se compliquent rapidement. On a rapidement des problèmes d'identification. Et au niveau des comparaisons internationales comme ça, je sais, il y a des modèles qui font des panels là, de pays au niveau très, très agrégé. J'ai comme mon sentiment, je ne suis pas un fan de ça, parce qu'on finit toujours à avoir à peu près les résultats qu'on veut, pas assez facilement, finalement, dans ces échantillons-là là, de pays, parce qu'on travaille au niveau très agrégé. Et donc, puis ensuite de ça, qu'on essaie de faire le même test entre des régions plus petites ou entre des villes, là, ça ne marche plus. Okay? On dirait qu'il y a quelque chose qui fait en sorte que dans les données agrégées, qui sont moins volatiles, là, on est capable de retrouver les relations qu'on cherche assez facilement. Je ne suis pas convaincu au plan méthodologique que c'est très, très solide. Mais bon. Deuxièmement, il y a la difficulté de mesurer de la même manière partout certaines variables plus qualitatives, comme par exemple l'intensité de la concurrence. Tu sais, on peut avoir des mesures spécifiques sur certains aspects de la concurrence, mais de là à avoir une mesure vraiment globale, de dire comment mesurer l'intensité de la concurrence dans une économie, là, puis pouvoir comparer ça avec d'autres pays, c'est pas toujours évident. Peut-être le temps pour une petite dernière question, 5 minutes. Monsieur, vous avez la main tantôt. Voilà. OK.
Ma question porte beaucoup sur l'inégalité et la productivité. En fait, cette semaine, Oxfam nous publiait sur son site que c'est comme ça d'ici 2016, 1% des riches vont détenir 50% de la richesse de la planète. Et en ce qui concerne le Québec, ce qui était intéressant, c'est de constater que parmi les pays de l'OCDE, l'inégalité, l'écart a réduit au Québec, en ce qui concerne les riches puis les pauvres. Donc, ma question ici, c'est que est-ce que notre choix de société, à travers la subvention de l'éducation, le système de santé, logement, expliquerait peut-être le fait que notre PIB par capita croît le moins vite? La réponse est non. Okay. Parce que... Je ne ferais pas un bon témoin en cours. Oui, non. Non, la réponse est non. Quand vous regardez, c'est vrai qu'à l'échelle canadienne ou à l'échelle nord-américaine, le Québec fait très bien en matière d'inégalité. Je vais ouvrir une petite parenthèse là-dessus, parce que c'est important. Nous, on a travaillé pas mal là-dessus. La distribution brute des revenus au Québec est la plus inégale au Canada. Okay? Et quand vous rentrez les impôts et les transferts, ça devient la distribution la plus égale au Canada. Okay? Pour faire ça, c'est un exploit, parce que vous partez de quelque chose qui est très inégal, puis c'est comme si vous javelisiez la chose, là. Donc, pour passer du dernier au premier, là, il y a une intervention gouvernementale massive pour réduire ces inégalités-là. OK? Donc, fin de la parenthèse. Par ailleurs, quand vous regardez dans les pays que j'utilise, puis avec lesquels on se compare souvent, là, bien, le Québec n'est pas le champion en matière d'inégalité. Les inégalités sont plus faibles dans beaucoup de pays d'Europe du Nord. Beaucoup plus faibles, beaucoup plus faibles qu'ici. Je parle toujours des égalités après impôts et transferts. Okay? Parce que c'est celles-là qui sont pertinentes en fin de jour, à la toute fin. Et donc, on n'est pas les champions. On s'en tire bien, mais on n'est pas les champions. Donc, il y a des pays qui font mieux que nous en matière de réduction des inégalités et qui font beaucoup mieux que nous en matière de croissance de la productivité. Bon. Alors, je me dis, c'est pas incompatible. Hein? Je n'aime pas qu'on essaie de rendre ça incompatible, de dire, ah ben nous, c'est pas parce qu'on a un filet social généreux et important, okay, que ça doit se faire au détriment, disons, de la croissance de notre productivité. Ceci ne devrait pas empêcher les entreprises de se doter des bonnes technologies, les employés de profiter d'une formation adéquate et d'avoir un contexte institutionnel qui favorise l'innovation, l'efficacité, tout ça. C'est pas incompatible. En fait, je dirais, c'est le contraire qui serait incompatible, parce que si on n'a pas de croissance du niveau de vie, bien, on n'a pas les moyens de financer notre filet social. Donc, on pourrait dire, à la limite, que ce qui est à risque actuellement, c'est le filet social québécois. Hein? C'est ça qui est à risque actuellement, si on continue dans la même trajectoire qui est pas favorable pour nous. Hein? Puis on sait qu'en termes de marché du travail, disons en termes de démographie, on va probablement atteindre le fond du baril dans à peu près une vingtaine d'années. Donc, là, on va avoir des années difficiles, là, parce que le nombre de travailleurs actifs versus le nombre non actifs va être à son maximum. Et ça va être assez difficile. Okay? Mais je ne vois pas d'opposition entre les deux.